10 millions d'oiseaux, deux chiffres qui se heurtent et forcent le Sahel à changer de respiration. En quelques mois seulement, des couvoirs surgis sans financement extérieur transforment un territoire, longtemps dépendant, en un espace où la faim recule et où les marchés reprennent un rythme ancien, mais méthodique. Pourquoi cela vous concerne-t-il, alors qu'Ibrahim Traoré affirme que nourrir sa terre, c'est reprendre la liberté que les cargaisons importées avaient lentement érodée? Car derrière chaque œuf ramassé, une méthode discrète annonce un futur plus robuste que les promesses officielles. Le projet qui s'étend aujourd'hui sur les pistes sableuses du Burkina Faso ne se présente pas comme une révolution spectaculaire, mais comme une promesse mesurable. Si un pays parvient à produire sa propre protéine, il peut reconstruire sa souveraineté économique et sociale. L'enjeu central tient en une idée de 10 à 12 mots. La sécurité alimentaire détermine la liberté politique durable. Au cœur des villages, cette perspective redéfinit les priorités, car l'autonomie ne s'obtient pas par des discours, mais par des routines qui réduisent chaque jour la dépendance aux cargaisons étrangères. Le risque, pourtant, reste considérable. Un échec replongerait les communautés dans les anciens circuits d'aide, interrompant l'élan qui commence à prendre forme. Mais c'est ce danger même qui renforce l'intérêt de la démarche. Car lorsqu'un pays teste sa résilience au niveau des foyers, il expose la question essentielle. Jusqu'où peut-on aller en s'appuyant sur ses propres forces? Et c'est ici qu'apparaît la tension qui retient l'attention. Si la méthode fonctionne à petite échelle, que se passera-t-il lorsque l'ensemble du territoire adoptera la même logique? Le premier signe de bascule est apparu bien plus tôt que prévu, et les chiffres ont surpris même les partisans les plus optimistes. Plus de 600 couvoirs communautaires ont vu le jour en 3 mois, construits sans financement extérieur. Cette donnée isolée aurait pu sembler anecdotique, mais elle révélait une dynamique inattendue. Un pays historiquement dépendant devenait soudain producteur de sa propre protéine. Autour de cette accélération, la situation initiale mérite d'être rappelée. Le Burkina Faso importait jusqu'à 60% de sa viande, les sécheresses successives avaient épuisé les sols, et les circuits logistiques incertains rendaient chaque cargaison étrangère aussi imprévisible que vitale. C'est dans ce contexte fragile que le programme Green Protein, porté publiquement par Ibrahim Traoré, a émergé comme une proposition simple mais audacieuse. Si l'on nourrit sa terre, elle nourrit à son tour ceux qui la cultivent. Cette équation, perçue d'abord comme un pari symbolique, a pourtant trouvé un écho rapide dans les villages du Sahel, où les habitants ont vu dans les premiers couvoirs non pas une initiative de plus, mais une chance de reprendre le contrôle sur leur subsistance. Les premières semaines ont confirmé ce basculement. Dans les plaines du Nord, les couvoirs de Dorikaya et d'Arbinda se sont transformés en espaces vivants où femmes, hommes et enfants partageaient les tâches. Compter les œufs, réparer les filets, relâcher les oiseaux. La télévision nationale, autrefois saturée d'images de crise, a diffusé des scènes de renaissance locale. Les marchés russes improvisés ont retrouvé un rythme ancien. On y échangeait pintade contre mille, travail contre plume. Les symboles se sont alors mêlés aux données, car chaque couvoir planté dans le sable racontait la même chose. L'espoir n'était plus théorique, il avait une forme, une odeur, un son. Et c'est ainsi que la question soulevée au début, celle qui reliait subsistance et liberté, trouvait son premier élément de réponse. Lorsque les villages produisent ce qu'ils consomment, la dépendance cesse d'être une fatalité et devient une variable que les communautés peuvent réduire, œuf après œuf, geste après geste. Dans ce mouvement naissant, une figure locale s'est imposée comme guide discret. Amina Senou, 28 ans, mère célibataire, première bénéficiaire identifiée du plan soutenu par Ibrahim Traoré. Son histoire, racontée par les radios rurales puis relayée dans les marchés, a fourni un repère tangible pour comprendre ce que les données ne montrent qu'en partie. Avec 10 pintades offertes par une coopérative, elle a bâti en un élevage dépassant les 400 oiseaux, fournissant œufs, viande et aliments séchés à plusieurs villages voisins.
Mais au-delà des ventes, elle disait transmettre autre chose, l'indépendance, une notion qui avait longtemps semblé lointaine dans cette région. Autour d'elle, des micro-changements ont surgi. Les jeunes femmes de la périphérie de Waiguya se sont reconnues dans son parcours, formant de petits groupes d'agricultrices qui échangeaient en des œufs plutôt que des billets. Les écoles rurales ont intégré les enclos aux activités pédagogiques. Les enfants comptaient les œufs pour apprendre les chiffres, entretenaient les filets, observaient les cycles de reproduction. Dans les marchés, on constatait un retour de la confiance. Des commerçants vendaient des graines, cages et matériaux recyclés, redonnant vie à une économie locale qui semblait figée depuis des années. Ces récits, modestes mais cohérents, ont façonné un cadre de lecture concret pour le reste du pays. Car, vu de loin, les couvoirs pouvaient apparaître comme un geste symbolique, mais vu à travers les trajectoires individuelles, ils prenaient la dimension d'un outil structurant. Chaque œuf devenait un lien social, chaque oiseau un fragment d'autonomie, chaque rire d'enfant la preuve d'un changement en cours. Et derrière tout cela se jouait une question décisive. L'autonomie commence toujours par un geste minuscule. Avant le lancement du programme, les villages du Nord vivaient sous la pression constante des sécheresses, des importations irrégulières et des conflits qui avaient transformé les pistes en couloirs d'incertitude. Après son introduction, un renversement progressif, mais palpable, s'est produit. Les zones autrefois silencieuses ont commencé à vibrer du bruit des premières cages ouvertes au lever du jour. Ce passage du manque au possible a constitué la véritable activation du processus. Le déclencheur a été simple. Distribuer les premières pintades aux familles apprêtes à tenter l'expérience. Dans les villages comme Dorikaya et Arbinda, ce geste initial a eu l'effet d'une étincelle. Sans caméra, sans cérémonie, seulement la poussière du Sahel et la rumeur d'un pari improbable. Les habitants ont accueilli les oiseaux avec un mélange de prudence et d'espoir. Les enfants relâchaient des volets sous le vent brûlant. Les femmes comptaient les œufs. Les hommes réparaient les filets, improvisaient des abris, ajustaient les clôtures. Ce premier mouvement, modeste mais coordonné, a créé un rythme quotidien nouveau. Le premier niveau de climax est apparu lorsque les couvoirs ont commencé à se multiplier. En 3 mois, plus de 600 structures communautaires étaient opérationnelles, presque toutes construites sans aide internationale. Cette croissance rapide a surpris même les partisans d'Ibrahim Traoré, qui voyaient soudain des foyers produire leurs propres protéines dans un pays dépendant à 70% des importations de viande. Les analystes occidentaux ont d'abord qualifié la démarche de symbolique, voire romantique, mais sur le terrain, les habitants y voyaient un retournement concret. Les marchés locaux ont recommencé à battre. On échangeait pintade contre mille, travail contre plume. Les émissions de la télévision nationale diffusaient des images de renaissance, contrastant avec des années de reportages centrés sur la crise. Chaque couvoir ajoutait une pièce au puzzle de la souveraineté. Le deuxième climax, c'est venu des chiffres écologiques. Les données du ministère de l'écologie montraient une baisse de 9% de la dépendance alimentaire locale, ainsi qu'une chute de 15% des pertes de bétail dues aux insectes. Les satellites révélaient de fines taches vertes au milieu des dunes. Les habitants y voyaient un signe, les ingénieurs un phénomène de reforestation naturelle. Les fientes des pintades enrichissaient le sol, retenaient l'humidité, faisaient repousser les plantes locales. Le désert, lentement, respirait. Puis sont apparus les du-champs. Les migrations rurales se stabilisaient après des années d'exode constant. Les coopératives fabriquaient cages, filets, outils, créant une économie parallèle fondée sur les matériaux recyclés. Les universités techniques lancèrent des programmes d'innovation frugale pour améliorer les couvoirs avec des moyens locaux. Des chansons populaires naissaient. La liberté a des ailes. Le modèle burkinabé attirait l'attention du Niger, du Mali et du Tchad,
qui envoyait des observateurs pour comprendre la mécanique de cette souveraineté émergente. À ce stade, même les critiques les plus virulentes, souvent étrangères, ne pouvaient ignorer la dynamique en cours. Certains chercheurs parlaient encore d'utopie rurale, d'autres évoquaient le manque de modernité. Mais les faits contredisaient là leur scénario. Les écoles rurales enseignaient les cycles de reproduction. Les médecins notaient moins de carences. Les marchés vivaient de nouveau. Et la phrase d'Ibrahim Traoré, « Si nous pouvons nous nourrir, nous pouvons nous libérer », circulait comme un mot d'ordre national. Le désert n'était pas sauvé, le pays non plus. Mais quelque chose avait basculé. Une population qui attendait autrefois l'aide extérieure avait commencé à produire sa propre réponse. La situation de départ était nette. Pendant des années, l'accès aux protéines rurales stagnait et la dépendance aux cargaisons extérieures structurait l'ensemble de l'alimentation burkinabé. Puis, un delta mesurable est apparu, pulsant 12% d'accès aux protéines au cours des 18 premiers mois, selon les rapports conjoints du ministère de l'Agriculture et de la FAO. Ce chiffre, modeste en apparence, traduisait une réalité concrète. Davantage de repas variés, davantage d'enfants mieux nourris et moins de familles aux contraintes d'échanger leur travail contre des rations importées. La progression n'était pas spectaculaire, mais elle était régulière et surtout, elle provenait de l'intérieur du pays, non des circuits internationaux. Un deuxième indicateur confirmait cette dynamique. Puis 8% de revenus moyens pour les ménages agricoles impliqués dans le micro-élevage. Cette hausse reflétait la vitalité d'un commerce local renaissant, où œufs, viande, plumes et engrais organiques circulaient directement entre villages. Il ne s'agissait pas d'un enrichissement, mais d'une stabilisation. Les familles pouvaient prévoir leurs dépenses, investir dans quelques outils ou acheter du mil sans attendre une aide extérieure. Le modèle démontrait que de petites unités productives, largement autonomes, pouvaient recomposer un tissu économique discontinu. Le troisième signal du basculement venait des migrations. Première baisse en 10 ans de l'exode des jeunes vers les villes. Ce renversement suggérait que les villages redevenaient des lieux où il valait la peine de rester. Les ateliers d'artisans recrutaient, les coopératives rurales s'organisaient mieux, et les familles constataient que chaque cycle d'oiseaux créait de nouvelles opportunités locales. Pour les observateurs occidentaux, ce recul semblait anecdotique. Pour les habitants, il incarnait la justice, la possibilité de vivre dignement sur sa propre terre. Sur le terrain, un phénomène écologique inattendu a renforcé ces tendances. Les chercheurs ont observé que les fientes des pintades enrichissaient le sol, augmentant sa fertilité jusqu'à 40% dans certaines zones semi-arides. Cette amélioration favorisait la repousse des plantes locales, fixait la poussière et ramenait l'humidité, créant un cercle vertueux à l'échelle des micro-parcelles. Les ingénieurs parlaient d'un début de reforestation naturelle. Les habitants, eux, parlaient d'un signe. La terre répondait aux efforts fournis. Au-delà des chiffres, la philosophie de Ibrahim Traoré guidait la lecture du phénomène. Interrogé par une journaliste sénégalaise, il avait résumé la logique du programme d'une phrase. « Nous ne cherchons pas l'efficacité au sens occidental du terme. Nous cherchons la mémoire. » Cette idée, répétée sur les radios rurales, avait trouvé un écho profond dans les villages. Chaque œuf couvé n'était pas seulement un produit agricole. C'était un acte de continuité, un lien entre les générations, un geste qui rappelait que la souveraineté se cultive comme un cycle de vie. Les critiques, souvent européennes, parlaient encore de hasard écologique, d'effets ponctuels, de dynamiques impossibles à reproduire. Mais les données publiées contredisaient ces affirmations. La baisse des insectes destructeurs de sorgho réduisait les pertes agricoles, les marchés se stabilisaient, les coopératives gagnaient en résilience. La théorie de la fragilité du modèle s'érodait au contact des observations empiriques. Et lorsque les habitants évoquaient le rire des enfants au lever du jour, ils ne parlaient pas de romantisme.
Il décrivait la preuve la plus simple d'un changement réel. Derrière ces chiffres, une certitude émergeait. Un pays peut redevenir souverain lorsqu'il maîtrise sa subsistance élémentaire. Et au Burkina Faso, cette souveraineté commençait par des gestes minuscules, répétés des milliers de fois à travers le Sahel. Les critiques les plus structurées sont venues de l'étranger, et il serait trop simple de les balayer d'un revers de main. Le premier argument avançait que le plan d'Ibrahim Traoré reposait sur un romantisme rural dangereux. Selon plusieurs analystes européens, un modèle fondé sur la pintade ne pouvait pas nourrir durablement un pays entier. Ils évoquaient l'absence de mécanismes industriels, de chaînes logistiques modernes et de contrôles sanitaires sophistiqués. Pour eux, un système qui dépendait de milliers de petits foyers manquait de robustesse et exposait le pays à des ruptures impossibles à gérer à grande échelle. Ce point soulevait une question légitime. La lenteur d'une agriculture communautaire peut-elle suffire face aux défis alimentaires contemporains? Le second argument, plus technique, portait sur la productivité. Sans machines, affirmaient certains chercheurs, le rendement resterait marginal et le pays ne pourrait pas atteindre une souveraineté réelle. Ils considéraient là que la production issue du micro-élevage ne constituait qu'un appoint, incapable de compenser la dépendance historique du Burkina Faso, notamment dans les zones arides où les ressources restaient limitées. Dans cette lecture, les communautés rurales risquaient de porter, seules, un fardeau trop lourd, sans garantie de résultat. Les défenseurs du projet ont répondu point par point, en s'appuyant sur les données observées sur le terrain. Au premier argument, celui du romantisme, ils ont opposé un constat simple. Dans un pays où les circuits d'importation peuvent s'interrompre du jour au lendemain, la lenteur devient une forme de sécurité. Un système fragmenté mais autonome résiste mieux qu'un système centralisé dépendant de flux extérieurs. Chaque couvoir, aussi modeste soit-il, constitue un maillon indépendant qui peut continuer à produire, même si un autre échoue. Au second argument, celui de la productivité, les défenseurs ont rappelé que l'efficacité ne se mesure pas qu'en tonnes produites. Dans ce modèle, chaque œuf non importé est une dette en moins. Chaque foyer autonome réduit la pression sur le budget national. Et chaque coopérative renforce la stabilité locale. Les chiffres vérifiés dans les zones pilotes confirment cette logique. La sécurité alimentaire y a gagné près de 15 points en 2 ans. Preuve que la réplication locale peut créer une dynamique durable. Ainsi, la force du plan ne réside ni dans son gigantisme, ni dans sa vitesse, mais dans sa capacité à se reproduire. Une initiative qui se multiplie sans subvention devient, par définition, un pilier de résilience. La bascule devient visible. Dans plusieurs villages du Sahel, un détail discret mais décisif a modifié la trajectoire du programme. Les lignes vertes détectées par satellite suivaient exactement le chemin des pintades relâchées au fil des mois. Ce phénomène, considéré comme une simple curiosité par certains observateurs, a pris une toute autre dimension lorsque les ingénieurs ont confirmé que les oiseaux transportaient des graines locales, régénérant les sols de manière organique. Soudain, ce qui semblait être un programme agricole devenait une expérience biologique à l'échelle d'un pays. Les habitants, eux, n'y voyaient pas une anomalie, mais une continuité. Les fientes enrichissaient le sol, la végétation revenait, et les dunes se teintaient de vert par endroits. Les hommes cessaient de prier pour la pluie. Ils la sentaient revenir. Au même moment, les critiques étrangères focalisées sur la lenteur du modèle passaient à côté de ce qui se jouait, une reconstitution silencieuse de l'écosystème autour des couvoirs. Dans une allocution brève, Ibrahim Traoré résumait cette transformation en une phrase. « Le contrôle est un mot pour ceux qui craignent la vie. » Sa déclaration a changé le ton du débat, car elle déplaçait la question. Il ne s'agissait plus seulement de produire des œufs, mais de comprendre comment un désert pouvait répondre à un projet humain. Le premier impact s'est manifesté sur l'économie rurale. Selon les données internes du ministère de l'Écologie, la dépendance alimentaire a reculé de 9%, un mouvement qui a immédiatement réduit les importations de volailles. Pour la première fois depuis des décennies,
la balance agricole montrait une tendance positive, même si les exportations restaient modestes. Les coopératives rurales multipliaient les ventes locales. Œufs, viande, plumes, engrais organiques circulaient sans intermédiaire. Les ateliers métalliques de Ouagadougou travaillaient jour et nuit pour produire cages, filets et outils de pesée. Autour de cette micro-industrie, une économie parallèle fondée sur le recyclage s'est développée, incarnant l'esprit du plan. Produire peu, mais produire ensemble. Les écoles rurales ont intégré l'élevage dans leur pédagogie. Les enfants apprenaient les chiffres en comptant les œufs, entretenaient les enclos comme projet collectif. Les médecins notaient moins de carences et davantage de vitalité parmi les plus jeunes. Les femmes, premières gestionnaires des troupeaux, gagnaient en autonomie. Leurs paroles s'élargissaient dans les assemblées locales. Le programme créait un glissement discret mais profond. Celle qui nourrit devient celle qu'on écoute. Cette réorganisation du quotidien redéfinissait la place de chacun, ancrant l'idée que l'indépendance commence dans les foyers, pas dans les bureaux administratifs. Sur le terrain, les familles voyaient les changements de façon concrète. L'argent restait au village, les repas étaient plus complets, et les jeunes trouvaient un rôle utile dans la gestion des enclos. Les artisans fabriquaient des outils, les enseignants notaient les progrès, les musiciens chantaient les couvoirs, comme autrefois on chantait les récoltes. Une identité nouvelle se formait, non plus héritée, mais construite au quotidien. Dans les cours des villages, les pintades trottinaient entre les enfants, rappelant que l'autonomie ne se déclare pas. Elle se cultive, patiemment, à hauteur d'homme. Ce lien entre subsistance et dignité matérialisait la philosophie défendue par Ibrahim Traoré. Le rayonnement du modèle burkinabé s'est étendu au-delà des frontières. Le Mali, le Niger et le Tchad ont envoyé des délégations pour observer le fonctionnement des couvoirs communautaires. Un rapport conjoint de la CEDEAO qualifiait l'initiative de « laboratoire africain de résilience locale ». Des manuels d'élevage ont été traduits en arabe et en haoussa. Une Green Rebellion circulait dans les médias étrangers, tandis qu'en Afrique de l'Ouest, on parlait simplement d'un réveil. Dans ce mouvement régional, le Burkina Faso devenait pionnier d'une écologie de souveraineté fondée sur l'entraide et la réplication. Dans cette hypothèse, le programme Green Protein poursuit sa montée en puissance au rythme observé dans les mois précédents. Les coopératives rurales se consolident, les familles perfectionnent les cycles d'élevage et les données confirment une hausse progressive des revenus agricoles. Les migrations ralentissent encore, non pas par contrainte, mais par choix, car les opportunités locales deviennent suffisamment stables pour retenir les jeunes. Le Sahel retrouve un rythme de travail constant, les marchés s'approvisionnent mieux, et la souveraineté alimentaire atteint un niveau intermédiaire, environ 65% d'autonomie. Ce scénario n'est ni spectaculaire, ni fragile. Il repose sur la continuité, le suivi rigoureux des couvoirs et la capacité des villages à maintenir leurs pratiques et sans dépendre d'un soutien extérieur imprévisible. Dans cette version expansive, les partenaires du Sahel adoptent pleinement le modèle burkinabé. Le Niger, le Mali et le Tchad s'organisent autour d'un même schéma coopératif, créant une plateforme interrégionale dédiée aux semences, aux couvoirs et au savoir-faire. La végétation gagne du terrain vers le nord, les sols retiennent mieux l'eau et les rendements agricoles se diversifient. La réplication rapide renforce l'ensemble de la région, qui devient un bloc capable de négocier différemment sur les marchés internationaux. Le Burkina Faso, pionnier de ce mouvement, acquiert un statut de référence dans les politiques de transition écologique et sociale. Le dernier scénario repose sur la fragilité connue du Sahel. Des tensions politiques, des sécheresses extrêmes ou une mauvaise coordination peuvent briser l'élan actuel. Les infrastructures locales, encore jeunes, peinent à absorber des chocs répétés. Certaines zones retombent alors dans la dépendance à l'aide étrangère et la faim réapparaît dans les districts les plus exposés. Mais même ainsi, le plan laisserait une trace durable, un modèle reproductible, prêt à renaître dès que les conditions s'y prêteraient. À travers ces trois voies, une même recommandation s'impose.
Penser la souveraineté non comme un état fixe, mais comme une pratique quotidienne, faite d'ajustements continus et d'expérimentations locales. Dans les villages du Sahel, les changements provoqués par le programme ne se mesurent pas seulement en chiffres ou en bilan trimestriel. Ils apparaissent dans la manière dont les familles vivent, s'organisent et se projettent. Autant de dimensions qui parlent directement au spectateur extérieur, quelle que soit son origine. Pour de nombreux foyers, la transformation est tangible. L'argent reste au village, les repas sont plus complets, et les femmes, premières gestionnaires. Des troupeaux deviennent aussi des chefs de décision. Cette redistribution informelle des rôles crée un climat nouveau, dans lequel la sécurité alimentaire redonne du temps et de l'espace mental à ceux qui vivaient au rythme de l'incertitude. Les enfants, mieux nourris, participent aux enclos comme à des jeux éducatifs, transformant l'apprentissage en pratique quotidienne. Les artisans fabriquent des outils, les enseignants mesurent les progrès, et les musiciens chantent dans les couvoirs, comme autrefois on chantait les récoltes. Cette dynamique culturelle, discrète mais profonde, renforce les liens entre villages. Elle nourrit une fierté que l'on croyait perdue, preuve que l'autonomie peut redevenir un moteur d'identité collective. La philosophie d'Ibrahim Traoré, qui associe souveraineté et mémoire, trouve ici son écho le plus clair. Ce sont les gestes répétés qui reconstruisent un pays. Pour celui qui observe cette histoire à distance, le récit devient miroir. Il interroge notre rapport à la dépendance, à la nature et à la vitesse du progrès. Dans un monde obsédé par la technologie et l'accélération, un pays pauvre montre qu'une transformation durable peut naître de la lenteur et du soin. L'expérience burkinabé ne cherche pas à convaincre. Elle invite à regarder autrement ce qui semble fragile. 1. Identification locale. Qui, quoi, quand, mesure. Chaque commune sélectionne 10 familles prêtes à accueillir le premier couvoir communautaire. Le critère premier est la confiance, non la richesse. Ce choix intervient au démarrage de chaque cycle semestriel. Le niveau de cohésion sociale sert d'indicateur principal, évalué lors des réunions villageoises. 2. Formation et transmission. Qui, quoi, quand, mesure. Les vétérinaires ruraux forment les éleveurs au cycle de reproduction, à l'hygiène et à la gestion coopérative. Les sessions se déroulent dans les 2 premières semaines du cycle. Chaque apprentissage est enregistré dans un registre simplifié, accessible à tous les membres de la coopérative. Le suivi se mesure au nombre d'écarts corrigés d'un cycle à l'autre. 3. Production. En suivi. Qui, quoi, quand, mesure. Chaque famille débute avec 10 oiseaux. Le ratio optimal observé est de 100 œufs par an. Les inspecteurs communautaires effectuent un passage mensuel, non pour sanctionner, mais pour apprendre des variations. La performance se mesure par la régularité des couvées et la baisse des pertes. 4. Redistribution et croissance. Qui, quoi, quand, mesure. Une partie des œufs nouveaux est redistribuée aux familles voisines. Le système de œufs prêtés garantit une expansion sans dette. La redistribution intervient à la fin de chaque cycle. La mesure repose sur le nombre de foyers intégrés tous les 6 mois. 5. Évaluation en adaptation. Qui, quoi, quand, mesure. Tous les 6 mois, les coopératives envoient leurs données. Mortalité, fécondité, vente locale. Ces informations alimentent une base nationale, guidant les ajustements publics. L'indicateur central est la progression semestrielle de l'autonomie protéique. À la tombée du jour, les pintades d'Amina Senou, celle-là même qui avait servi de premier repère concret au début du programme, regagnent leurs abris improvisés. Leur gloussement se mêle aux dernières lueurs, rappelant que la transformation du Burkina Faso n'a jamais été une annonce spectaculaire,
mais une suite de gestes minuscules répétés avec persévérance. Les familles s'installent autour du feu et les enfants écoutent les adultes raconter la première volée d'oiseaux, celle qui avait brisé des années de silence et ouvert la possibilité d'un avenir choisi plutôt que subi. Dans ces récits quotidiens se trouve la portée véritable du projet. Non pas une promesse politique, mais une mémoire vivante qui continue de se transmettre. Dans les villages, la phrase d'Ibrahim Traoré « Si nous pouvons nous nourrir, nous pouvons nous libérer » ne sonne plus comme un slogan. Elle résonne comme un constat, né du sable lui-même. Le désert respire à nouveau, non par miracle, mais grâce aux gestes patients d'hommes et de femmes qui ont appris à faire confiance à leur propre rythme. Et dans ce souffle retrouvé, une idée se cristallise. La dignité ne se consume jamais. Ce souffle est devenu un fil, un lien discret qui porte tout un pays vers une forme nouvelle de liberté. Ce voyage qui traverse les villages du Sahel n'est pas seulement une histoire agricole. Il devient une invitation à repenser notre rapport au vivant, au progrès et à la manière dont les communautés construisent leur propre avenir. À travers les pintades, les couvoirs et les gestes humbles répétés chaque jour, les habitants du Burkina Faso ont montré qu'une transformation profonde peut naître d'une somme de petites décisions prises au bon moment. Ce récit ne cherche pas à convaincre par la théorie, mais à ouvrir un espace de réflexion sur ce que chacun peut faire avec les ressources dont il dispose. Si vous voyez dans ces actions silencieuses une manière de refonder notre lien à la nature et à la solidarité, alors vous faites déjà partie de cette dynamique. Chaque partage, chaque discussion, chaque regard porté différemment sur la notion de dépendance contribue à amplifier cet élan. Et comme les villageois l'ont découvert, la résilience est un mouvement qui grandit lorsque l'on décide de le nourrir.